Voici un cours de philosophie, unité d'enseignement 102, donné par M. Doazan de l'Université Paris X. Il y a plusieurs lectures possibles de Platon. D'abord, la plus répandue, celle de saint Augustin reprise par Malebranche. Il existe des objets intelligibles, indépendants du monde sensible, qui sont accessibles à l'intelligence humaine et que nous visons chaque fois que nous voulons atteindre à la science, c'est-à-dire à une connaissance stable, par-delà les contradictions des apparences et des opinions. Ces objets sont les formes ou idées. C'est la lecture qui identifie le platonisme avec la théorie des idées. Parmi les lectures plus rares, plus intéressantes aussi, celle de Plotin. Il existe un au-delà de l'intelligence et de l'intelligible, l'un, d'où procède, par une émanation nécessaire, d'abord l'intelligence et la multitude des idées, puis l'âme, ou principe de vie et d'organisation, qui vient informer la matière. La philosophie a pour objet une conversion qui va de l'âme à l'intelligence et de l'intelligence à l'un. Le dernier terme du voyage est une vision ineffable, l'extase. On reconnaît là une interprétation de l'idée du bien, terme de la connaissance intellectuelle, qui, pour reprendre les mots de Platon, est au-delà de l'essence, en pouvoir et en priorité. Je traduis par priorité le mot grec presbeia, que l'on traduit d'ordinaire par prestige ou dignité, et qui indique une antériorité ou une ancienneté. Je rappelle que ce mot célèbre est à la fin du 6e livre de la République. Enfin, il y a une lecture moderne, moins ambitieuse, mais plus minutieuse, qui cherche, par des études comparatives, à élucider le passage du discours religieux, mythique ou poétique, au discours que nous appelons philosophique, et où les termes âme, pensée discursive, en grec dianoia, intelligence intuitive, en grec nous, dialectique, idée, en grec eidos, sont devenus pour longtemps des concepts clés. En particulier, le problème spécifique de la définition de l'idée ou forme est celui-ci. Non pas qu'est-ce qui est beau, mais qu'est-ce que le beau? Et il semble que ce problème a ses racines dans la construction de l'adjectif grec précédé de l'article neutre. On peut dire qu'une particularité grammaticale a fourni la matière de la théorie des idées, c'est-à-dire le traitement comme un objet de la propriété caractéristique, par exemple la propriété d'être beau, commune à une multiplicité d'objets, d'où il suit que la propriété caractéristique de plusieurs objets sensibles, traitée à son tour comme un objet, mais un objet non sensible, se trouve poser le problème du réalisme des idées. Si on ajoute à cela les particularités du vocabulaire de la connaissance abstraite, voir, contempler, en grec théastai, et la racine même du terme eidos, qui signifie la forme au sens visuel du terme, on comprend que le plus haut degré de la connaissance ait été défini comme la contemplation par l'esprit d'une réalité intelligible. Je vous propose ici une lecture plus simple. Son point de départ, l'ensemble de l'œuvre qui nous a été transmise, et non pas les dialogues les plus riches de contenu philosophique, comme le Phédon, épistémologique, comme le Théétète, ou critique, comme le Parménide, sans parler des dialogues les plus difficiles à interpréter par les innovations qu'ils apportent, par exemple le sophiste, le politique ou le philèbe. Et enfin, sans m'attarder aux thèmes plus stimulants, parce qu'ils ne sont traités qu'une fois,
la philosophie du langage dans le Cratyle, la cosmologie dans le Timée. Mon hypothèse de travail sera simple. Le projet fondamental de Platon est politique. En effet, issu d'une aristocratie terrienne, Platon souhaite un retour au gouvernement aristocratique. Il admire Sparte, parce que le citoyen y forme une société communautaire où la terre est inaliénable, où les valeurs militaires, courage, abnégation, sont développées par une éducation systématique de la jeunesse, où les valeurs mercantiles sont méprisées. Industrie et commerce étaient exercés par les périèques, c'est-à-dire les habitants des villages environnant Sparte, et qui n'avaient aucun droit politique. Quant au travail de la terre, il était réservé aux serfs de l'État, les ilotes, dont Platon ne va pas jusqu'à approuver l'institution, et qui, comme on le sait, étaient traités plutôt comme des bêtes que comme des êtres humains. S'il admire Sparte, Platon méprise la démocratie athénienne, et cela pour de multiples raisons. D'abord, elle est fille d'une civilisation tournée vers la mer, c'est-à-dire vers le commerce, le profit, le brassage des coutumes et des valeurs, mais surtout, son système politique distribue aux citoyens une égalité de droits qui ne correspond pas aux compétences de fait. Chacun se croit compétent sur tout. D'ailleurs, certaines charges s'obtiennent par tirage au sort. Et surtout, au nom de la liberté, chacun se veut indépendant de toute autorité étrangère, et finalement, sur l'agora, sur la place publique, c'est l'opinion publique, flattée par les plus habiles, qui fait les lois, qu'elle défera d'ailleurs le lendemain. De même qu'au théâtre, c'est la même opinion publique qui fait et défait en matière de poésie, de danse ou de musique les modes et qui constitue ce que Platon appelle la théâtrocratie, c'est-à-dire la puissance qui s'exerce dans le théâtre public. Là-dessus, je vous conseille de lire la critique du gouvernement et de l'homme démocratique au livre 6 de la République, ainsi que la fin du livre 3 des lois, où d'ailleurs le début de l'anarchie dans la démocratie aurait pour origine la musique elle-même, un point sur lequel Platon ne variera jamais. De la République aux lois, c'est le refus de toute innovation en matière d'éducation musicale et plus généralement le rôle capital de l'éducation selon des principes immuables. Platon, dans les lois, au livre 2, admire les canons de l'art égyptien, c'est-à-dire ces modèles hiératiques d'attitude, de visage, qui sont immuablement reproduits dans les temples depuis des siècles. Je rappelle qu'à la mort de Socrate, en 399, Sparte vient de triompher sur Athènes dans la longue guerre du Péloponnèse, qui fut presque une guerre de 30 ans. Platon témoigne lui-même, au début de la lettre 7, de son projet initial. Je le cite, « Au temps lointain de ma jeunesse, j'avais l'idée, aussitôt que je serais devenu mon maître, de m'orienter sans plus attendre vers les affaires publiques. La tyrannie des 30, gouvernement installé par Sparte, puis la mort de Socrate l'en empêchèrent. Mais surtout, Platon témoigne de la continuité du projet politique et du détour par la critique des opinions régnantes et, en un mot, du détour par la théorie en quoi consiste son œuvre écrite. Dans cette même lettre, on lit en effet un peu plus loin « Et moi, qui avais commencé par être plein d'un immense élan vers la participation aux affaires publiques,
je finis en constatant que tout allait à volo, par être pris de vertige et par être incapable désormais de me détacher de l'examen des moyens par lesquels pourrait se produire un jour une amélioration de la vie politique. Un peu plus loin, et finalement, au sujet de tous les États existants à l'heure actuelle, je me dis que tous, sans exception, ont un mauvais régime. Je fus forcé de me dire, à l'éloge de la droite philosophie, que c'est elle qui donne le moyen d'observer, d'une façon générale, en quoi consiste la justice, dans les affaires publiques comme dans la vie des individus. En ce sens, la philosophie, comme l'a écrit M. Diès dans son introduction à la République, ce fut d'abord pour Platon de l'action entravée. La même lettre 7 nous rappelle les tentatives de Platon pour réaliser ses projets politiques en Sicile. Il échoue, mais il a laissé là-bas un disciple, neveu du vieux tyran Denis de Syracuse. Ce disciple, Dion, il reviendra à Syracuse, passé la soixantaine, espérant qu'il réalisera la constitution modèle dont il a toujours pensé que seul un tyran philosophe pourrait la réaliser. Et c'est là encore l'échec. Dion est exilé. Une dernière tentative n'aboutira pas. Dion n'a pu prendre le pouvoir et Denis le Jeune, qui a succédé à Denis l'Ancien, a failli garder Platon prisonnier. La soixantaine, c'est l'âge où on s'accorde à supposer que Platon a terminé la République et les grands dialogues de la maturité, le banquet et le Phédon. Notre hypothèse de travail se précise. Le projet fondamental de Platon est politique et, en supposant authentique la lettre 7, l'échec fondamental est également un échec politique, mais il est en même temps l'échec de la théorie philosophique qui a sous-tendu ce projet. Dion, disciple de Platon, appartenant à la famille royale, n'a pas réussi à être le roi philosophe dont Platon attendait la seule réalisation possible d'une cité juste. Et ce sera la deuxième philosophie de Platon, peut-être dès le Théétète, en tout cas assurément avec le sophiste, le politique, le Philèbe, le Timée et les 12 livres des lois. Platon est alors âgé de 65 ans et il terminera son œuvre. Il mourra d'ailleurs à 80 ans. Voici à peu près la vue cavalière, le mot est peut-être imprudent, disons la vue synoptique, que l'on peut alors se donner de l'œuvre de Platon. Les dialogues qu'on appelle socratiques représenteraient la critique préliminaire de l'opinion dans le domaine des notions morales et politiques, qui est préalable à toute reconstruction théorique. Ensuite, le massif des 10 livres de la République correspondrait au détour par la théorie, théorie de la cité juste et théorie des degrés de réalité, théorie qui justifie, nous le verrons, précisément la nécessité de faire le détour par la théorie. Ensuite, l'échec de Dion entraînerait une défiance progressive et définitive vis-à-vis de la théorie pure. Platon cherche alors à développer ses analyses dans une région intermédiaire entre celle des catégories de l'idée et celle des catégories du monde sensible. Il admet au rang des principes des notions qui paraissaient exclues par sa première philosophie. Par exemple, la composition des idées, le mouvement dans le domaine des idées,
le non-être en un sens très précis, il est vrai, l'infini au sens de l'illimité. Ailleurs, l'intelligence cède le pas à la mesure dans la hiérarchie des biens. Enfin et surtout, la première partie du Parménide peut être interprétée comme une autocritique. Il semble que par la bouche du vieux Parménide, le jeune Socrate voit réfuter la théorie platonicienne des idées. Gompers, dans son étude sur les penseurs grecs, résume en une image cette impuissance de la théorie pure. Platon vieillissant, écrit-il, frissonne dans le ciel des idées. Mais il reviendra par d'autres voies au projet fondamental. En effet, le dernier massif, les 12 livres des lois, reprend le projet politique, mais cette fois comme une tâche d'artisan. Ce n'est plus une théorie de la cité juste, mais une longue et minutieuse définition des lois. Voici le thème. Reprenons maintenant d'un peu plus près les 4 moments de l'œuvre platonicienne. D'abord, la critique méthodique des notions morales et politiques. Ce sont les dialogues que l'on appelle socratiques, parce que Platon utilise le personnage historique de Socrate et surtout sa méthode. Ironie, je rappelle que le terme vient d'un mot grec qui signifie interroger, c'est-à-dire une ignorance avouée et questionneuse, et surtout une pratique de la réfutation qui consiste, quand on s'adresse à un adversaire, à le mettre en contradiction avec lui-même, quand on examine une thèse abstraite, à montrer son inconsistance avec les buts qu'elle se propose. Cette critique s'exercera dans 3 directions. C'est d'abord la réfutation d'une pratique sans théorie. Comment un général, Lachès, un futur homme politique, Alcibiade, un homme qui vient d'accuser son père d'impiété, Euthyphron, un brillant commentateur des beautés d'Homère, Hippias, peuvent-ils respectivement prétendre au courage, à la justice, à la piété, à l'amour du beau, s'ils sont incapables d'en donner une définition cohérente? Comment le jeune et charmant Charmide peut-il savoir si la nature l'a également doué de sagesse pratique, cette santé de l'âme, s'il ne sait pas ce que recouvre ce mot? Entendons bien ce que nous fait constater Platon. Chacun des interlocuteurs croit savoir, et même le prétend souvent avec arrogance. Il faut tout l'art de la discussion d'un Socrate pour qu'après une définition ou trop limitée, ou trop générale, ou contradictoire, les dialogues s'achèvent sur une impasse. Platon peut alors légitimement prétendre que ses contemporains n'ont pas la théorie de leur pratique. C'est grave quand il s'agit de courage, de justice ou de piété, qui sont les fondements de la cité grecque. Il y a une autre direction de la critique socratique. C'est la réfutation des prétendus théoriciens de la pensée politique. 2 longs dialogues, le premier plus littéraire, le Protagoras, le second plus polémique, le Gorgias, attaquent la prétention des sophistes à enseigner la morale ou celle des rhéteurs à former l'orateur politique à un discours vrai. Pour prouver que la morale, Platon dit la vertu, arrêtait, c'est-à-dire ce qui fait l'excellence de l'homme, pour prouver, dis-je, qu'elle n'est pas l'objet d'une science, malgré les allégations des sophistes, Socrate emploie le raisonnement par l'absurde.
Si la vertu était objet d'une science, il y aurait des maîtres pour l'enseigner et des disciples pour l'apprendre. Des maîtres, il y en a, certes, et qui se font payer très cher. Mais il manque les résultats de leur enseignement. Ils n'ont pas de disciples. Les grands hommes eux-mêmes ont été incapables de transmettre leurs vertus à leurs propres enfants. Quant aux rhéteurs, c'est-à-dire aux professeurs d'éloquence politique, ils apprennent à flatter le peuple, et on sait que la démagogie est le pire ennemi de la démocratie. À flatter le peuple et non à l'éduquer. D'ailleurs, ce sont des techniciens avoués des doubles discours. Je traduis ainsi le terme grec dissoi logoi, c'est-à-dire des spécialistes de la thèse et de l'antithèse sur le même sujet. Par exemple, dans le Gorgias, l'injustice est mauvaise et condamnable selon la loi, mais elle est bonne et profitable selon la nature. Enfin, le point peut paraître mineur, mais il garde une valeur constante tout au long de l'œuvre de Platon. C'est la répudiation des poètes comme éducateurs de l'opinion. Ce thème est abordé dans 2 courts dialogues, l'Hippias mineur et Lion, et il sera longuement repris dans les livres 2, 3 et 10 de la République. On le trouvera évoqué encore dans le dernier ouvrage, c'est-à-dire dans les lois. Pourquoi chasser les poètes de la cité, fût-ce en les couronnant de fleurs? Pour 3 raisons. D'abord, ils sont immoraux. Ils entretiennent par exemple la peur de la mort. Comment être courageux au combat si l'on apprend d'Homère qu'il vaut mieux être un pauvre valet de ferme chez les vivants qu'un roi chez les morts? Et ils entretiennent l'irrévérence envers les dieux en leur prêtant des sentiments et des conduites humains, trop humains. Ulysse le Fourbe est d'ailleurs le prétexte des paradoxes de l'Hippias mineur. Ulysse paraît plus puissant qu'Achille, car il est capable et de dire le vrai et de dire le faux. Plus grave, les poètes sont de pseudo-savants. C'est là une critique originale faite par Platon, que nous avons parfois peine à comprendre. Il faut se rappeler que l'œuvre d'Homère était, si j'ose dire, une sorte de Bible orale. On le commentait en détail, on commentait la théorie de la société, les techniques exposées dans l'Iliade ou dans l'Odyssée, et Platon reproche aux poètes de décrire des pratiques et des techniques dont ils n'ont ni le savoir, ni même le savoir-faire. Homère, s'il avait eu le savoir-faire et le savoir, aurait été Thalès ou Pythagore ou Solon ou même un grand général ou un grand navigateur. Il n'en est rien, et nous arrivons au 3e grief. Les poètes sont des illusionnistes. Ils dénaturent le statut de l'image, à la différence de l'historien, qui ne cherche pas à imiter le passé, mais simplement à le raconter. Le poète, au contraire, donne à l'image l'apparence de la réalité. Bref, les poètes sont des techniciens de l'imitation, ce qui est, nous le verrons plus loin, le plus bas degré des techniques. En résumé, les dialogues dits socratiques montrent l'incapacité des Athéniens à penser le problème moral et politique. Fidèles à leurs préjugés démocratiques de la compétence universelle et à leur goût inné pour les jeux de la parole, ils se meuvent avec agilité au niveau de l'opinion. J'arrive alors à la 2e phase de l'œuvre de Platon. Il s'agit du massif des 10 livres de la République, que je résumerai ainsi:
C'est une construction théorique, systématique, d'une cité idéale, appuyée sur une théorie philosophique des degrés de la réalité, qui justifie précisément le détour par la théorie, ou, ce qui en est le synonyme chez Platon, le détour par l'idéalité. Le point de départ de la République est un thème déjà traité dans les dialogues socratiques. Qu'est-ce que la justice? Mais très vite, Platon se réfugie dans la théorie. D'abord, il affirme un premier principe. Il y a une analogie, nous dirions un isomorphisme, entre les instances de l'âme, chez l'individu, et les classes sociales dans la cité. Pas de justification historique, il s'agit bien là d'un principe. Conséquence immédiate, il y a 3 classes, présentées comme 3 castes dans la cité, les dirigeants, les gardiens soldats, enfin les artisans et paysans. À quoi correspondent 3 instances de l'âme rationnelle, le nous en grec, l'âme volontaire ou courageuse, le thumos, enfin l'âme désirante, en grec, epithumiae. De cet isomorphisme découle l'identité des vertus cardinales dans l'individu et dans la cité. La sagesse est la vertu des instances dirigeantes, le courage est la vertu de l'instance intermédiaire, la tempérance est une vertu commune à toutes les instances, mais plus difficile à imposer à l'instance désirante. C'est pourquoi d'ailleurs, la deuxième instance, que nous pouvons traduire par volonté ou courage, a pour fonction d'aider l'instance raisonnante à se rendre maîtresse des désirs. Quant à la justice, ce n'est pas la vertu d'une autre instance ou d'une autre caste dans la cité, comme par exemple la caste des juges, c'est simplement le respect de l'ordre des fonctions et de leur spécificité. Après ce prélude, qui constitue les 4 premiers livres de la République, la méthode reste systématique. Pas de constitution détaillée, mais quelques principes poussés sans aucun souci d'insertion historique jusqu'à leurs conséquences extrêmes. Ce sont les 3 vagues, pour employer l'expression de Platon, qui vont affronter l'opinion publique et qui risquent de submerger celui qui les a suscités. En principe, les thèmes sont très simples. Égalité des hommes et des femmes, communauté des biens chez les guerriers, enfin, gouvernement des meilleurs. Mais ce sont les conséquences développées systématiquement qui paraissent rendre ces 3 principes irréalisables. La première, l'égalité des femmes et des hommes, signifie exercice commun, gymnastique en commun, et il faut se rappeler la vie des femmes dans le gynécée pour comprendre la difficulté de les en tirer et de les amener sur la place publique. Vous venez d'entendre un cours de philosophie, unité d'enseignement 102, fait par M. Doazan de l'Université Paris X.